Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la Grande-Bretagne, des obligations. Alors, vous voyez ici, c'est le 10-year gilt britannique qui s'est effondré, mais véritablement effondré. Il y a eu une panique et ça fait peur. Ça fait très peur. Alors, c'est un graphique en hebdomadaire. Mais hier, vous avez le daily. Vous voyez le daily là, c'était juste dingue. Hein, ça a démarré en août. Et vous voyez l'effondrement des obligations britanniques. Pourquoi? Parce que l'inflation, parce que les taux d'intérêt qui augmentent. Et ça a posé problème également, un gros problème en Grande-Bretagne. En fait, les gérants ont ce que l'on appelle ces obligations en portefeuille et souvent ça représente une garantie. C'est-à-dire que quand on a de la dette d'un État comme la Grande-Bretagne, comme les États-Unis, comme la France ou l'Allemagne, etc., on considère que c'est quand même ce qu'il y a de plus sûr. Or, avec la situation actuelle, la monnaie britannique qui s'effondre, hein, on a vu le GBP USD, s'effondrer. Vous voyez, ça s'effondre. Alors là, ça remonte un petit peu, tant mieux. Ça s'effondre. On a eu également l'euro qui s'était effondré. Là, ça remonte un petit peu. Mais on est face à une situation où la monnaie britannique s'effondre, où les obligations s'effondrent du fait de la hausse des taux d'intérêt, et ce qui fait que des gérants qui s'occupent de ce que l'on appelle les retraites, parce que ils investissent l'argent, et donc derrière, effectivement, il y a des retraités. Et là, on s'est retrouvé face à une situation où ces gérants, qui gèrent des milliards et des milliards et des milliards, on leur a dit, écoutez, vos obligations, c'est pas intéressant pour nous, et ils ont fait face à des appels de marge. Et vous voyez ici le titre, le problème qui a mis en question, a mis en danger ou aurait pu ruiner le marché du gilt. Alors, la Banque centrale britannique est intervenue mercredi et parce que justement, on est dans une configuration très dangereuse. Et vous voyez ici, donc la Banque centrale d'Angleterre est intervenue pour éviter le cercle vicieux qui devenait même dangereux pour les fonds de pension, obligés de vendre leur exposition aux obligations. Donc, on est en train de vivre un truc de fou en Grande-Bretagne. D'accord? Est-ce qu'on va avoir la même chose en Europe? J'en sais rien. Mais là, on voit un petit peu la fragilité de la Grande-Bretagne et on voit que la situation s'emballe et très vite. Et c'est ça ce qui est dramatique. Sur mon groupe Telegram, j'ai mis d'ailleurs un graphe qui reflète les principales devises. On voit le dollar depuis 2021, fin 2021, qui gagne 22%. Et on voit toutes les autres monnaies. Le dollar canadien qui perd 7%, le dollar australien qui perd 11%, l'euro qui perd 18%, la monnaie britannique qui perd 21% et le yen japonais qui perd 23%. Donc on voit que cette situation qui au départ, on se disait c'est qu'un peu d'inflation, etc. Elle commence à dégénérer et ça ne dégénère pas qu'en Europe. Ça ne dégénère pas qu'en Grande-Bretagne. On voit également l'Australie, on voit le Japon et même aux États-Unis, ça pose problème. Ici, c'est le graphe de TLT, c'est l'ETF sur les obligations 20 ans américaines. Et vous voyez, là, on a eu la crise des subprimes. Et donc, c'était assez intéressant. Pourquoi? Parce que quand on a eu la crise des subprimes, on voit que c'était devenu la valeur refuge. Tout le monde a acheté des obligations. Hein. Donc, on a une forte hausse depuis 2018. On atteint le niveau des 180. D'accord? On est par là. Et puis, ce qui se passe juste après, c'est que on a littéralement un effondrement de ce marché avec au plus bas 43%. Alors, c'est vraiment dramatique. Moi, j'avais acheté des obligations, pour être honnête avec vous, par là, d'accord?
Et je suis sorti par là. Je suis sorti par là parce que encore une fois, voilà, mais à mes étudiants, je leur ai dit, par là, je leur ai dit c'est baissier. Je pensais pas qu'on allait avoir un crack comme ça, mais je leur ai dit on n'achète pas tant qu'on n'est pas au-dessus parce qu'on a validé les signaux vendeurs. Et pour moi, effectivement, vous voyez là, on était sous la zone de neutralité et on a baissé. Donc par là, donc ici, il fallait sortir des obligations. Ça change. On est en train de vivre un truc de fou, vraiment, les amis. Et moi, je suis pas, voilà, je vais pas fanfaronner ou dire oui, que non, 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 mais vraiment, c'est un moment très particulier qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre un chamboulement complet sur un plan économique, parce que en fait, c'est la première fois qu'on vit une telle chose sur un plan économique. Depuis 40 ans, on n'a pas eu une telle inflation, on n'a pas eu des taux d'intérêt qui augmentent, l'immobilier aux États-Unis qui baisse pour la première fois, etc. Et ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo sur le sujet, mais je voulais ici traiter de l'actualité. Je vais parler rapidement de Stanley Druckenmiller, qui est qui est l'ancien bras droit de George Soros, qui ensuite a développé son fonds. Et il dit voir hard landing en 2023 et une récession bien plus importante que beaucoup de gens n'anticipent. Et voilà, il est assez pessimiste, le gars, sur l'économie et sur sur ce qui va arriver, parce que justement voilà, l'inflation a été sous-estimée, les taux d'intérêt qui augmentent, et surtout en fait la configuration actuelle, c'est-à-dire que les monnaies qui s'effondrent, le dollar devient la valeur refuge. Auparavant c'était TLT, les obligations américaines qui étaient la valeur refuge. Aujourd'hui les obligations s'effondrent, et je vais vous faire une petite analyse rapide parce que c'est très important. Alors auparavant on a eu plusieurs crises, et j'ai vraiment envie de vous dire pourquoi cette crise est différente. Mais ça, je vous l'explique. Je pense depuis plus d'un an, 2 ans, j'en parle. En 2000, on a eu une crise. En 2000, on a eu la crise qu'on a appelée la bulle des valeurs technologiques. Donc, on a eu une grosse crise. Qu'est-ce qui s'est passé? Greenspan, à l'époque, a baissé les taux d'intérêt massivement. On a eu une deuxième crise en 2008. Qu'est-ce qu'on a fait pour freiner la crise? On a baissé les taux d'intérêt et on a pratiqué ensuite ce que l'on a appelé le quantitative easing. On a racheté des titres, des obligations, etc. pour soutenir le marché. En 2020, on a eu une crise et on a fait la même chose. On a baissé les taux d'intérêt et on a continué d'injecter des liquidités. D'ailleurs, en 2020, on peut dire que c'était une année record en matière d'injection de liquidités, etc. C'était du jamais vu dans l'histoire. Cette aide inégalée dans l'histoire économique, ça a permis d'avoir un marché haussier complètement fou en 2020 et en 2021. Mais ça a également entraîner et provoquer l'inflation. Alors bien évidemment, il n'y a pas que ce quantitative easing et cette liquidité massive qui permettent de comprendre l'inflation actuelle, mais malgré tout, c'est d'abord et avant tout ça. Et ensuite, on a eu d'autres phénomènes comme la guerre entre l'Ukraine et pas les UK et la Russie. Ça a provoqué une hausse des matières premières, du pétrole, etc. Et tout ça, bien évidemment, ça a aggravé l'inflation. Alors, le plus marrant dans l'histoire, j'ai envie de dire, vous l'avez constaté, c'est que le prix du pétrole, là, il baisse. Le prix de certaines matières premières baisse. Mais l'inflation est toujours très forte. Les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter. Donc en fait, on a eu cette inflation qui a dérapé, et donc on voit bien que c'est pas la principale raison, c'est pas la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est d'abord ces programmes
massif d'intervention. Et donc on est aujourd'hui dans une situation où, comme je voulais un petit peu démontrer, auparavant il suffisait de baisser le taux d'intérêt et on avait réglé le problème. Aujourd'hui, si on baisse les taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? L'inflation qui s'emballe et on se retrouve dans une situation hors de contrôle et on va être obligé à nouveau d'augmenter les taux d'intérêt. Les États-Unis n'ont pas le choix, c'est-à-dire que aujourd'hui, les États-Unis disent bon bah si on n'augmente pas les taux d'intérêt, on se retrouve dans une situation d'inflation et nous on ne veut pas de l'inflation. Et donc ils augmentent les taux d'intérêt, bien évidemment ils s'y prennent très très mal, ils sont arrivés en retard, etc. Bref, tout ça c'est comme ça, mais on peut pas revenir en arrière. Et donc on a aujourd'hui la Réserve fédérale américaine, la Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, etc. Toutes ces grandes institutions, aujourd'hui, sont complètement impuissantes. Elles ne peuvent rien faire. Et en plus, comme l'Europe, elle est quand même fragilisée du fait du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Comme il y a beaucoup d'incertitudes. La Grande-Bretagne est également fragilisée. Et la Grande-Bretagne, c'est aujourd'hui, bizarrement, est en très grave difficulté. On voit que, finalement, c'est le dollar qui gagne, pour le moment, parce que tous les actifs baissent aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a quelques actions qui montent, mais tous les actifs baissent aujourd'hui. Cette crise, c'est pour ça qu'elle est différente de 2000 et de 2008 et même de 2020. Pourquoi? Parce que on ne peut plus compter sur la Fed pour limiter les dégâts. On ne peut plus compter sur la BCE pour limiter la casse. Donc, les États-Unis vont être obligés de dire, OK, on accepte un krach boursier parce que on n'a pas le choix. Maintenant, beaucoup de gens, et vous avez vu les obligations qui s'effondrent, l'or qui baisse fortement, on est à un moment charnière. Donc moi, je suis en cash, on a beaucoup, nous, notre méthodologie, c'est simple, c'est on va acheter quand ça vaut le coup. Par exemple, en août, j'ai acheté du pétrole, en septembre, j'ai pas acheté, et voilà. Bon. Et donc, tous les mois, on va travailler comme ça. Mais clairement, je pense que le marché, il va falloir le travailler comme ça. C'est-à-dire, au moins pendant 6 mois, 1 an, on va être dans un marché, et peut-être dans un marché très baissier. Donc, il va falloir être extrêmement prudent. La deuxième chose, et je vous en ai parlé récemment, c'est que ça va peut-être... Alors, encore une fois, il faut être super patient. Super patient. C'est-à-dire, parfois, ne rien faire, c'est faire. Hein. Un bon investisseur, c'est quelqu'un qui est capable d'attendre. Et il y a très peu de gens qui vont vous dire ça. Eh ben moi, je le dis. Un bon investisseur, il est capable d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Il fait rien. Tout le monde va se foutre de sa gueule. Ha ha ha. C'est pas, il faut investir. Non, non, c'est pas de l'investissement. Si tu penses qu'il faut tout le temps investir, t'as rien compris à l'investissement, t'es en train de spéculer. D'accord? Donc, l'investissement, c'est vraiment attendre, 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 attendre. Et je parle bien d'investissement sur des actions, etc. Et il y aura des opportunités, moi, je pense, assez incroyables. Il y a beaucoup d'actions qui sont sous-évaluées. Pourquoi je ne me précipite pas aujourd'hui? Pour des raisons évidentes. C'est si le marché continue de baisser, si, comme Jérémy Grantham l'a dit, on a la mer de tous les cracks, il vaut mieux attendre des actions qui sont complètement bradées, plutôt que de se dire « Ah, ça a perdu 60%, c'est une bonne affaire. Ah, ça a perdu 50%, c'est une bonne affaire. » Et si ça perd 80%, et si ça perd 90%. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je vous dis, les gens qui vont me dire « Ouais, t'as mis, j'aurais dû acheter. » Tu fais ce que tu veux. Moi, je m'en fiche. Ne me casse pas les oreilles. Mais je pense que voilà, il y a encore... Parce que je connais des gens qui ont déjà commencé à
à mettre le paquet. Des investisseurs, ils sont déjà dedans. Hein. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire, ça peut devenir intéressant, ça peut être intéressant. Mais si on a un vrai crack, et pour moi, on n'est pas encore on est dans un marché baissier, d'accord? C'est un marché baissier. Hier, le Dow Jones, voilà, beaucoup de gens ont dit officiellement on est dans un marché baissier. Mais pour moi, on n'est pas à la fin d'un marché baissier. Et c'est vrai que ça fait, je me souviens, on avait eu un beau rebond par là, un beau rebond, et je me suis fait insulter là. Hein. Là, je me suis fait insulter. Et une personne qui m'a dit ouais, à cause de toi, j'ai vendu mes actions et tu m'as fait rater la hausse et blablabla. Débrouillez-vous les amis, d'accord? C'est pas un conseil financier, c'est voilà, débrouillez-vous. Et moi j'avais dit ouais, ça pue, etc. Pour le moment, je suis toujours en tendance baissière. C'est mon avis, il n'engage que moi et voilà, basta. On est toujours en tendance baissière. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais répété. Je vous ai dit, voilà, il faut casser par le haut. Il faut rentrer dans une tendance haussière. Pour le moment, c'est pas le cas. Et pour le moment, on est toujours vendeur. Ça, c'est le Nasdaq. On est toujours vendeur. Ça, c'est le Dow Jones. On est toujours vendeur. OK? Donc, clairement, il faut être prudent. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, je pense que vous avez tous entendu parler d'Apple. Apple qui explique que, et ça c'est très 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 important, qu'ils vont arrêter de produire l'iPhone 14 parce que la demande est moins importante que prévu. Vous voyez ici, Apple donc renonce à augmenter la production d'iPhone du fait de la baisse de la demande. Et c'est très très important, parce que Apple c'est la plus grosse capitalisation américaine et au monde. Et donc on voit que même Apple, et aujourd'hui Apple a perdu, est en train de perdre 3%. Hein. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même une grosse action. C'est la plus grosse capitalisation boursière. Hein. Et là, vous voyez, bon, le pétrole aujourd'hui il monte un peu, mais le pétrole il baisse quand même depuis pas mal de temps. On sent qu'on est rentré dans une ère de récession. Donc voilà, il faut être prudent. Moi, je pense qu'on va être dans une ère où il va falloir protéger son argent intelligemment. L'idée, c'est pas, sauf si on fait du trading, mais ça c'est un autre domaine, d'accord? Moi, je parle de la grande majorité de gens ne sont pas dans une optique trading, ils sont plus dans une optique investissement, je veux protéger mon argent. Je pense que là, il faut vraiment comprendre que beaucoup de choses ont changé. Le paradigme qui consistait à dire, tiens, quand il y a de l'inflation, il faut... alors, je vais mettre USD. OK. Le gold, on va mettre... on va mettre le gold. Vous voyez le gold qui baisse fortement depuis les plus hauts. Donc, beaucoup de gens ont considéré que l'or était une valeur refuge, que le Bitcoin allait être une valeur refuge, que voilà. Et on voit bien que, en fait, à part le dollar, tout baisse. C'est incroyable. Maintenant, il y a, je pense effectivement, des moyens de gagner de l'argent dans ce marché. Et il y a surtout, je dirais, hein, et moi encore une fois, il y a plusieurs titres que je suis. Il y a des opportunités de ouf. Il y a des opportunités de ouf qui vont apparaître. C'est-à-dire que quand vous voyez un titre comme Adobe qui s'est effondré, une action comme Meta également, Meta qui s'est effondré, etc. Je pense qu'il va y avoir des opportunités de ouf si vous êtes patient. On va mettre ici un graphique très très long terme. Vous voyez, c'est important. La baisse, elle est très importante. Je pense que c'est presque 60%, mais depuis les plus hauts, on est à 60% de baisse. D'accord? C'est très important.
mais ça peut continuer de baisser. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que si les indices ne se retournent pas, parce que là, Adobe, par exemple, je pense qu'il y a des gens, ils attendaient cette opportunité. Regardez, là, le titre n'a pas arrêté de monter. Voilà, c'était du one shot. Je pense que les gens qui attendent ça, il y en a plein, des gérants, ils attendaient que ça, quoi. Les gens, donc un truc comme ça, normalement, on devait avoir des achats. Parce qu'il y a des actions qui sont au top, hein. Je vais vous montrer. Voilà. Cette action, elle explose aujourd'hui. Regardez cette action. Elle explose. Elle ne corrige pas. Elle est super costaud. Donc, les bonnes actions, donc Adobe, c'est une bonne action. Maintenant, oui, il y a un changement fondamental, etc. Mais clairement, il va falloir être patient. Parce que si les indices continuent de baisser, même ces actions qui sont bradées aujourd'hui peuvent continuer de baisser. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!